Bienvenue dans la voie d'Aura. Ici, dans ce monde en mouvement, prenons un peu de temps. Un peu de temps pour tendre l'oreille à celles et ceux qui, par leur art, leur présence et leur manière d'être, tracent un chemin de sens. Ces voix qui nous rappellent que l'élégance et la justesse sont encore des repères et qu'elles peuvent, elles aussi, être les nôtres. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de La Voix d'Aura, je reçois un invité tout particulier, un responsable de grande structure qui va se présenter. Vous connaissez nos 5 questions du fil rouge. Nous pouvons commencer. Monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter à nous? Bonjour à tous les auditeurs. Je suis Sébastien Gins, directeur de l'hôtel Bakwa aux Trois-Îlets. Dites-moi, votre environnement professionnel est donc l'hôtellerie. Depuis quand évoluez-vous dans cet environnement? J'ai démarré dans l'hôtellerie il y a maintenant 12 ans en Asie du Sud-Est où j'ai démarré dans ce secteur-là. Vous êtes loin de l'Asie du Sud-Est. Je suis loin et près. C'est aussi une capacité à avoir, c'est de s'adapter à son environnement. Je suis d'accord et je pense que beaucoup seront du même avis que moi. Qu'est-ce qui a fait que nous avons la chance de vous avoir en Martinique aujourd'hui? Alors, c'est une longue histoire. La Martinique est un territoire qui, quelque part, m'a toujours séduit. À la fois, qui marie à la fois clairement une différence culturelle par rapport à l'Hexagone. C'est qui, de par l'histoire, mais aussi par le climat, les traditions, c'est un peuple à part entière, ce sont des traditions à part entière, au même titre qu'il en existe dans les régions de France ou dans d'autres pays. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu un faible pour le côté exotique, pour avoir eu la chance de pouvoir y voyager plus jeune, avec mes parents déjà. Je crois que ces voyages que mes parents ont eu la chance de m'offrir il y a quelques années ont forgé mon envie de revenir. C'est l'île des revenants, a priori, non? Oui, il paraît qu'il y a le aller et le virer. Dans votre réponse, qui est tout à fait naturelle, spontanée, on sent beaucoup de joie et d'émotion en parlant de la Martinique et surtout on perçoit l'importance que vous semblez avoir, que vous semblez donner aux traditions. Alors dites-moi, parce que pour moi, le savoir-être fait partie de la tradition et des transmissions de notre culture. Comment s'inscrit le savoir-être dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pour vous, si vous deviez le définir? Le savoir-être est pour moi essentiel, que ça soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Moi aujourd'hui, je suis un employeur, je dirige une entreprise qui a à peu près une centaine de salariés, et tout le monde sait que dans l'hôtellerie-restauration, nous sommes sur des métiers qui sont en tension. Nous sommes sur des métiers exigeants, exigeants en termes d'horaire, exigeants en termes d'implication, exigeants en termes de présentation, où il y a des codes qui existent. Aujourd'hui, j'embauche beaucoup de jeunes. Je vais être plus le temps avance, moins le savoir-faire m'intéresse, plus le savoir-faire prend la place. Un savoir-faire s'apprend, un savoir-être euh, il faut déjà est peut-être plus difficile à acquérir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, mais le savoir-être, c'est le positionnement, la stature, le fait de pouvoir s'exprimer correctement, le langage physique, le langage corporel, le langage non verbal sont des choses très importantes. Et avec le temps, j'ai appris en tant que recruteur à c'est peut-être pas très gentil de dire ça, mais mon rôle c'est d'arriver à de définir lors d'un premier contact quelle est la personnalité de la personne, comment va-t-elle réagir et comment va-t-elle évoluer. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont des diplômes, moins ont des capacités à se présenter et donc ce fameux savoir-être. Donc, pour vous, c'est un levier dans votre Évidemment, secteur.
est un levier prépondérant. Évidemment, c'est indispensable, mais c'est non seulement une qualité professionnelle, mais c'est aussi une capacité personnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, le savoir-être, c'est savoir appréhender une situation, euh, c'est de l'éducation aussi. On n'a pas besoin d'avoir fait des longues études ou d'avoir évolué dans des milieux où ce savoir-être peut être favorisé pour être quelqu'un d'élégant. Moi, je suis vieux pour certains et jeune pour d'autres, mais quand on parle de galanterie, par exemple, tenir la porte, ouvrir une porte, que ce soit une jeune femme ou une vieille dame d'ailleurs, peu importe, ça fait partie de l'élégance et ça fait partie des choses qui sont du savoir-être, qui demandent pas forcément d'éducation, mais peut-être de se mettre et de se transposer à la place de l'autre. Donc, on parle d'empathie. L'empathie, c'est la capacité pour quelqu'un à se mettre à la place de l'autre. Et je pense que tout le secret de l'élégance est là, c'est de se mettre à la place de l'autre, de savoir quels sont ses doutes, ses peurs, ses problématiques pour pouvoir lui venir en aide. Le temps de la communication, l'observation et l'adaptation finalement. Tout à fait. Vous n'êtes pas le seul à penser ça. De nombreuses études ont montré ces dernières années que beaucoup de professionnels à responsabilité tels que vous recherchent plus. C'est difficile de le dire comme ça, mais c'est une réalité, plus ce fameux savoir-être et cette élégance que les savoir-faire qui peuvent s'acquérir avec le temps. Alors, est-ce que vous auriez un souvenir marquant, une anecdote, une histoire à nous partager sur l'élégance comportementale qui vous a marqué, qui a peut-être changé quelque chose pour vous, qui crée un sourire en vous, ou pas, à nous partager en rapport avec cela? Alors, je vais vous parler de façon assez générale et de choses qui peuvent paraître anodins pour certains, peuvent être très agréables pour d'autres, ou voire même au contraire très désagréables pour d'autres. Alors là, Euh, vous aiguisez ma curiosité. les codes varient donc en fonction des cultures, en fonction des éducations et ce genre de choses. Donc je vais vous parler de là où j'étais avant de venir en Martinique, où j'étais au Cambodge, où j'ai construit un hôtel là-bas. Les codes sont complètement différents. Nous, petits Français, on sait ce que c'est déjà quand l'art de la table, par exemple. On sait ce que c'est que l'art de la table. Oui. Enfin, on a le nôtre d'art de la table. Mais on sait ce que c'est une entrée, un plat, un dessert. On sait qu'on met le couteau à droite et la fourchette à gauche. Pas tout le monde, mais Bon, ça s'apprend. donc ça s'apprend, mais je veux dire, c'est dans la culture française et on a là-dessus, en tout cas, une éducation en France qui fait que c'est assez facile de reconnaître ça. En Asie, les gens fonctionnent de façon complètement différente. Quand on va dans un restaurant, la personne va commander 5-6 plats et le restaurateur va vous livrer les 6 plats en même temps, qui vont être mis au milieu de la table et il est de coutume de partager son plat avec son voisin, la personne qui est en face et tout ce genre de choses. Les Asiatiques sont connus pour avoir un sourire systématique, c'est vrai. Ils sont connus pour dire oui à beaucoup de choses, c'est vrai. Par contre, ils ont d'autres concepts, comme le concept de perdre la face. Qui n'existe pas dans nos pays européens. Perdre la face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand on fait une remontrance à un salarié, moi j'avais un restaurant, donc si je fais une remontrance à un salarié devant ses autres salariés, ça lui fait perdre la face, et donc il ne va sûrement pas le dire parce que aller à l'affrontement ou s'énerver, ça veut dire perdre la face aussi, ça veut dire ne pas être capable de contrôler ses propres émotions. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une remontrance, il va pas trop répondre, et finalement, le lendemain, il aura pris ses affaires, il sera parti. Et vous comprendrez pas pourquoi, parce que pour vous, ce qui était une remontrance, c'est juste un conseil. Tout ce genre de choses sont des codes que nous avons en France, qui est quand même un pays reconnu pour son savoir-vivre, son savoir-être et son élégance. L'élégance à la française, on en parle partout dans le monde et c'est quand même un patrimoine, ça fait partie du patrimoine aussi, ça a été reconnu. Voilà, on a aussi, je vous donnerai un autre exemple, on avait par exemple de la clientèle chinoise. Est-ce que je peux me permettre une question? Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire?
qu'est-ce que ça vous a dit de vous ou de l'importance des autres, des codes, puisque ce sont des façons de voir les choses complètement différentes. Est-ce que ça vous êtes dit, tiens, je vais encore plus m'ouvrir à l'autre? Est-ce que je vais chercher à apprendre ce que je ne sais pas? Alors, quand on fait du commerce, on s'adapte à son client. C'est alors c'est le cas quand on fait du commerce, parce que si on veut faire du commerce, il faut qu'il y ait de l'empathie. D'ailleurs, dans la plupart des formations vente qui existent, on vous parle de symétrie avec son client, c'est-à-dire être sur une position physique, regard, un ton de voix qui soit en symétrie avec son client pour que quelque part c'est quelque chose il y a une connexion qui se fasse. Alors c'est pas du tout quelque chose de matériel, c'est d'ailleurs très immatériel, mais on sent à un moment donné qu'il y a quelque chose qui se passe et on est en phase avec les besoins de son client. Quand on fait du commerce, on est obligé systématiquement de s'adapter à son client, à la personne qui est en face de soi. Si vous êtes déconnecté, ça marche pas, tout simplement, vous ferez pas de commerce. Donc pour moi, c'était une question de pas de vie ou de mort, mais de revenu ou pas de revenu, quelque part, si je voulais arriver à satisfaire mon client, qu'il reparte heureux et que quelque part, je puisse recommencer avec le client suivant. Donc, c'est L'intelligence émotionnelle, ça vous parle? l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir. Et donc, il faut, à mon avis, être capable de la gestion de ses propres émotions, l'adaptation à l'autre, font partie de ces choses qui serviront tout au long d'une vie, et ces expériences que j'ai eues là et ailleurs me serviront tout au long de ma vie. Je voulais vous donner une autre anecdote qui est peut-être encore plus parlante. Dans ce même hôtel venaient de temps en temps des touristes de nationalité chinoise. Nous avions construit un très bel établissement, joli. Et vous arrivez avec des Chinois, il est bien connu que les Chinois, de façon très régulière, se raclent la gorge et crachent partout. Donc quand vous êtes propriétaire d'un établissement haut de gamme, que vous avez un client qui crache par terre, ça vous perturbe un petit peu. Donc il faut arriver à, de façon assez délicate, faire comprendre que certaines attitudes ne sont pas forcément les bonnes. Je vais aller un peu moins loin que l'Asie du Sud-Est et je peux parler tout simplement d'un hôtel n'importe lequel haut de gamme en Martinique. On ne se présente pas torse nu dans un restaurant en Martinique. On s'habille pour des questions de respect de l'autre, pour des questions d'hygiène et ce genre de choses. Sinon, je pourrais avoir tous mes serveurs qui soient en maillot de bain et en short pour pouvoir faire le service. C'est un concept, mais à un moment donné, quelqu'un qui est déshabillé dans un restaurant doit se sentir non pas mal à l'aise, mais peut-être pas en phase avec l'environnement dans lequel il est. Et donc, pour moi, l'élégance, c'est aussi d'être en phase avec l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, notre intelligence émotionnelle dirigée vers le vivre ensemble, Tout à fait. si on devait résumer Oui, bien sûr. votre expérience de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. Vous nous avez partagé des expériences et un certain savoir acquis au cours de votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut travailler cela et que ça nous sert tout au long de la vie. Est-ce que vous avez le sentiment encore aujourd'hui de cultiver cela, d'apprendre cela? Ou alors est-ce que vous mettez un point d'honneur à tenter de transmettre, justement, comme vous nous parliez de vos serveurs, par exemple, qui ne devraient pas arriver torse nu? Comment vous le vivez? Comment ça s'inscrit dans votre vie aujourd'hui? Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie personnelle et professionnelle. Ce sont des qualités
qui sont le savoir. En fait, on pourrait appeler ça du savoir-être, mais surtout du savoir-vivre aussi. Vous n'allez pas vous esclaffer de rire quand vous avez une personne qui est en train de pleurer en face de vous parce qu'elle est en deuil. C'est à un moment donné, il faut adapter son comportement à l'autre. Et donc, ce vivre ensemble, il est indispensable. J'en ai appris beaucoup et j'en apprends encore tous les jours. Mon métier aujourd'hui, il est majoritairement orienté autour du management. Et ces expériences de vie, d'intelligence émotionnelle que j'ai pu travailler tout au long de ma carrière me sont non seulement utiles au quotidien, je les cultive au quotidien. Ma première préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que la personne en face de moi attend de moi, quels sont ses objectifs, et autant dire que quand on est dans des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, et je vais prendre aujourd'hui dans ma vie personnelle et professionnelle, j'apprends tous les jours parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le comportement humain, même si on essaye de l'analyser, de le décortiquer, savoir quelles sont les attentes de mes salariés en termes de reconnaissance. On dit souvent, qu'est-ce qui fait rester un salarié? Finalement, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de critères, et chaque personne a ses propres critères pour pouvoir dire, bon, bah, certains vont être plus sensibles à certains critères que d'autres. Je pourrais vous donner tout l'argent du monde si vous étiez ma salariée, mais si je vous donne zéro reconnaissance, je suis à peu près sûr qu'à un moment donné, vous allez me dire, j'ai pas de reconnaissance, mais je vous répondrai peut-être, oui, mais vous êtes bien payé. Ça ne suffit pas. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose, exactement. L'idée étant d'être finalement, quand je vous écoute, vous semblez être beaucoup dans l'attention à l'autre, et finalement l'attention qu'on pourrait avoir vis-à-vis de vous aussi, c'est-à-dire que c'est un donnant-donnant, une sorte de miroir. Nous allons communiquer pour faire quelque chose ensemble, vous et moi. Exactement. Si vous voulez, moi aujourd'hui, comme je disais, je l'applique au quotidien dans ma vie professionnelle et notamment dans le management. Et quand on parle de management, on a tous un objectif commun. Quand on est dans une entreprise, tous les salariés ont un seul et unique but, quelque part, c'est de faire fonctionner l'entreprise et d'aller dans le sens du commerce, du client et ce genre de choses. Et ça se fait d'un accord commun entre le salarié et son employeur. Je dis souvent, un contrat de travail est signé de la part du salarié et de l'employeur. Je pense que ce mot d'équilibre et cette recherche d'équilibre est quelque chose de très important dans le fonctionnement au quotidien. Ça me fait penser au terrain d'entente dont parlent les sociologues justement quand on parle des codes sociaux en général. Donc il n'y a pas que le savoir-vivre et le savoir-être, mais ça en fait partie. Et leur définition en fait du code social, des codes sociaux culturels, bien sûr qui varient d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, c'est que ce sont l'ensemble des règles sur lesquelles la majorité d'un groupe tombe d'accord. D'accord. Donc c'est susceptible d'évoluer, bien sûr, mais c'est l'idée. Si on est à peu près tous d'accord sur la façon dont les choses doivent se dérouler, a priori ça se déroulera bien. Je suis évidemment complètement d'accord avec vous, mais vous avez raison. Le but étant de trouver l'intérêt commun, et pour moi c'est l'intérêt commun qui fait avancer les choses. Quand on a des intérêts qui sont individuels et qui sont divergents, malheureusement, on n'arrive jamais à grand-chose. D'où le terme code social. On n'est pas tout seul. C'est ça. La dernière question de notre fil rouge concerne la valeur ou peut-être la phrase clé qui clôturerait notre interview et que vous aimeriez partager, partager avec nous. On a parlé beaucoup d'être en phase, on a parlé beaucoup de se conformer à l'autre, ce genre de choses. C'est peut-être pas très élégant ce que je vais dire. C'est une phrase oui, mais qui est donc c'est plus une boutade. C'est que je pense qu'il faut aussi cultiver l'individualité.
Et je l'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais à force de vouloir rentrer dans le moule, il faut faire attention à ne pas se transformer en tarte. C'est peut-être pas très élégant, c'est vrai, mais ça image quand même les choses. C'est-à-dire que on parle de conformité, on parle de porter attention à l'autre. Et en fait, je voulais terminer finalement cette interview plutôt en disant que non seulement il y a cette conformité, il y a cette intelligence émotionnelle, tout ce genre de choses, et à mon avis, la vraie élégance, c'est d'être capable de pouvoir cultiver cette intelligence émotionnelle tout en gardant son originalité, sa singularité. Je suis d'accord avec vous. Nous ne sommes pas des clones. Exactement. Nous ne sommes pas des répliques, pour faire simple, les uns des autres. L'idée étant de pouvoir évoluer, selon moi, lorsqu'on cherche à cultiver cette élégance comportementale, d'évoluer avec les autres en bonne intelligence. Mais quand on évolue avec les autres, on ne devient pas les autres. Exactement. Donc, cette boutade me permet de rebondir. Et oui, le code social est important pour ne pas se retrouver tout seul. Nous sommes, semble-t-il, grégaires. L'originalité fait sens. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour tout ce partage. J'espère, vous aussi, chers auditeurs, que vous aurez apprécié ce moment si particulier avec cette personnalité de l'hôtellerie de Martinique qui est venue chez nous développer, partager et promotionner l'élégance. Et je vous retrouve lors de notre prochain épisode. Merci. Vous venez d'écouter La Voix d'Aura, une parenthèse, un souffle d'inspiration. Que ces voix continuent d'éclairer vos pas là où vous êtes et vous invitent peut-être à faire de votre quotidien un véritable art de vivre.